Bien, chers amis, bonsoir. Merci d'être venus. Je ne dirais pas si nombreux, mais enfin, déjà bien nombreux, pour écouter ce soir cette conférence qui nous est proposée par João Whittaker, qui nous vient de l'université, enfin de la faculté d'architecture de l'université de Sao Paulo au Brésil. Le professeur Whittaker a été invité par l'université de Saint-Étienne dans le cadre de la formation Mackland, labellisée donc Erasmus Mundus, comme scholar, c'est-à-dire comme professeur ayant une certaine lisibilité, si je puis dire, visibilité à l'échelle internationale pour ses compétences dans le domaine ici de l'architecture, et plus particulièrement sur un domaine qui, à mon avis, intellectuellement est tout à fait intéressant, puisqu'il s'agit de voir quelles sont les conséquences, les incidences de ce que l'on appelle aujourd'hui les méga événements sportifs, c'est-à-dire par exemple la Coupe du monde de football, les Jeux Olympiques, donc de voir l'incidence de ces méga événements sur l'urbanisation de villes, avec, je trouve personnellement, une perception très très importante, c'est de voir comment les processus de la démocratie sont plus ou moins respectés, bouleversés, traumatisés par ces grands événements. Alors, j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez tous et toutes des questions fort nombreuses, car le sujet me semble tout à fait original et est en plus en plein dans l'actualité, parce qu'on sait combien il y a de très nombreux pays qui aujourd'hui sont réticents pour recevoir ces méga-événements, ou combien d'autres ont été largement perturbés. Je pense par exemple à la Grèce, avec les Jeux Olympiques d'Athènes, par ce type d'événements sportifs. Voilà, je laisse la parole au professeur Whittaker et je le remercie encore au nom de l'Université Jean Monnet et plus particulièrement au nom de Macklands d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. C'est à moi de remercier en fait au programme Erasmus Mundus Mackland pour cette invitation qui m'a fait fort plaisir. C'est un plaisir d'être ici. Je ne connaissais pas ni Saint-Étienne ni Firminy. Donc ça m'a fait une occasion de connaître une nouvelle région en France. Moi, je suis un peu français quand même parce que j'ai passé une assez grande partie de ma vie ici quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, puisque mes parents étaient exilés politiques du coup d'État brésilien de 1964. Mon père était plus spécialement le directeur national de la réforme agraire, ce qui ne plaisait pas tellement aux militaires. Donc on a dû partir et on est resté 15 ans en exil. Et de ces 15 ans, on est resté 3 ans et demi au Chili, mais le reste, on est resté ici en France. Donc j'ai quand même un pied en France et c'est un pays dont j'ai beaucoup de relations, j'aime beaucoup venir. J'ai déjà donné des cours à l'IHEL, qui est l'Institut de hautes études de l'Amérique latine, à Paris, il y a 2 ans. Et maintenant, ça me fait un énorme plaisir d'être ici au Mackland et de découvrir ce programme. Je pense que ça se passe très bien. En tout cas, pour moi, c'est très bien. J'espère que pour les élèves aussi, mais en tout cas, pour moi, c'est très bien. Donc, je vous remercie pour ces mots très gentils. En fait, moi, je suis professeur à l'Université de São Paulo, à la faculté d'architecture et urbanisme. Moi, je suis spécialiste en urbanisme. Je suis un urbaniste parce que là-bas, les cours c'est une formation commune. Ça veut dire les architectes se forment aussi en urbanistes et les urbanistes se forment aussi architectes. Et moi, je coordonne dans cette faculté, je coordonne un laboratoire dont le logotype est en haut là-bas, l'ABIABI. On le voit tout en haut. C'est laboratoire sur le logement et sur les établissements humains. Donc, on travaille spécifiquement sur des questions de logement, mais surtout, c'est des questions de précarité urbaine. Des questions de tout ce qui est l'informalité et la précarisation des villes que l'on sait qu'en Amérique latine sont assez importantes.
Donc on travaille sur des politiques de logement, des politiques d'urbanisation, mais aussi sur les impacts des politiques d'urbanisation qui ne sont pas tournées vers la question de l'informalité et de la précarité, mais qui ont un impact sur elles. Ça veut dire qu'ils provoquent un accroissement de ces inégalités spatiales. Et c'est pour ça que dans toutes ces discussions, on a été un peu forcé à discuter la question des méga-événements. Ça n'a pas été vraiment un choix, mais ça a été le fait qu'on a été inondé par un tsunami de méga-événements sportifs. Alors, on a dû, et comme vous l'avez très bien dit, il chamboule tout, il traumatise les lois, les règles de fonctionnement de la ville, etc. Et donc, évidemment, ils augmentent encore plus toutes ces conditions d'inégalité très fortes que l'on a dans les pays qui sont des pays sous-développés quand même. Donc on a été un peu forcé à réagir à ça en tant qu'université, parce que l'université au Brésil, pas tout le monde, mais moi en tout cas, et le groupe auquel j'appartiens, l'université publique, parce qu'on est une université publique, elle a quand même un rôle très important d'essayer de faire face à ces problèmes. Ça veut dire, surtout en urbanisme, on a un rôle et une mission qui est d'essayer de comprendre et de montrer des chemins possibles, alternatifs, pour justement surmonter les problèmes des inégalités sociales, économiques, spatiales, politiques que l'on vit dans les pays d'Amérique latine en général et du Brésil spécialement. Or, ces grands événements sportifs, ils arrivent comme une vague inexorable et contre laquelle on a très peu de moyens pour s'opposer et pour questionner, et dont les résultats ou alors les bénéfices sont en fait très mitigés. Alors donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu un résumé d'un texte. Alors, au Brésil, il y a un éditeur qui s'appelle Boitempo, qui est un éditeur très actif. Quand il y a eu les mouvements de juin 2013, ils ont sorti un livre qui s'appelait Les villes rebelles, qui a eu énormément de réception par le public. Et là, au moment de la Coupe du Monde, ils ont sorti un livre qui s'appelait Brésil en jeu, ce qui reste de la Coupe et des Jeux Olympiques. Voilà, qui est ce livre-là. Et donc, moi, j'ai fait l'introduction de ce livre. Et après, ils ont invité un tas de monde à écrire là-dedans. Il inclut Andrew Jennings, qui est le assez connu journaliste anglais, qui est notabilisé pour être celui qui affronte la FIFA depuis très longtemps, en les appelant de voleurs, corrompus, tout ce que vous voulez. Lui, il les appelle, donc il a plein de procès contre lui. Mais c'est quelqu'un vraiment très intéressant. Je crois que c'est la seule personne au monde qui a eu le courage d'aller aussi loin dans les enquêtes au sujet de tous les scandales qui tournent autour de ces grandes organisations, qui sont surtout le Comité olympique international, le COI, le COI, et la FIFA, la Fédération internationale de football association. Alors bon, là c'est la photo de couverture du livre. Donc vous voyez déjà l'impact. L'image parle plus que n'importe quelle parole. Les impacts de ces stades dans les villes brésiliennes ont été vraiment, vraiment très importants. Et donc moi je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi on en est arrivé là, et l'histoire un peu de tout ça, et quels sont les effets et les impacts pour les villes brésiliennes et les questions que l'on peut en tirer. Alors, il faut comprendre que tout cela commence dans les années 1980, à la suite de ce que David Harvey a appelé la restructuration productive, qu'on peut appeler aussi la mondialisation, on peut l'appeler de plein de manières, mais c'est la réponse du capitalisme à la crise qui s'établit dans les années 80, donc c'est la restructuration qui se met en place, et qui a provoqué dans le changement du profil industriel en Europe, aux États-Unis, des friches industrielles, l'obsolescence de friches industrielles urbaines, d'équipements comme des gares ou des anciennes usines, des quartiers industriels qui changent de profil, etc. Et tout cela a mené en plus de la crise économique, vous le savez bien, je parle de quelque chose qui s'est passé ici, à une crise urbaine marquée par le chômage. Et dans cette période des années 80, la notion de la rénovation urbaine a repris beaucoup de force. C'est-à-dire, rénover dans l'urbain, c'était une manière, du point de vue de l'espace et du territoire, de se confronter à cette crise et d'essayer donc de créer des solutions pour cette crise. Alors, l'une des solutions qui a été rencontrée, ça a été d'attirer des capitaux internationaux, parce que l'on sait que les années 80 ont été aussi les années où il y a eu une transférence
d'un capitalisme industriel vers un modèle de capitalisme financier, donc où les montants de capitaux financiers qui circulent de par le monde dans les bourses de valeur est devenu très 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 important, des capitaux qui cherchent des endroits où investir, qui cherchent des investissements intéressants et qui sont devenus donc des appâts intéressants pour les pays en crise économique, pour les politiciens qui essayent donc d'attirer un peu ces capitaux internationaux pour des investissements urbains qui soient capables de servir de levier à cette rénovation urbaine et les investissements immobiliers qui viennent avec. Alors en fait, nous avons là des nouveaux chantiers, des promoteurs immobiliers, des nouveaux emplois dans la construction, dans le bâtiment. Nous avons la possibilité de faire de la gentrification dans les quartiers à problème. Ça, c'est un mot d'ailleurs français inventé ici, des quartiers à problème. Ça veut dire il y a les problèmes urbains, les problèmes de pauvreté, d'immigration, etc. Il y a l'idée de l'image de la ville qui se fait de plus en plus, disons, on essaye de dorer l'image de la ville, de passer une image de modernité. Et surtout, les hommes politiques de tout ça, ils en retirent un bénéfice politique de se dire, bon voilà, nous sommes sur les premières places d'une action politique moderne qui est de moderniser tout ça et faire face à cette crise. Alors, c'est très connu, celui qui a lancé tout ça, ça a été quand même François Mitterrand ici en France, avec ses grands projets de Paris, entre 1985 à peu près et 1990. Le musée d'Orsay, c'est 1986. La Grande Arche, c'est 1989, je pense. Donc ça a été une période où François Mitterrand a lancé ses grands projets. Mais il y a eu aussi, à Bilbao, un peu après, l'attraction des fonds du musée Guggenheim pour faire le Guggenheim Bilbao. Il y a eu à Londres l'investissement sur les Docklands à Londres. Et en fait, la culture et les sports sont apparus comme des thèmes qui avaient l'avantage de légitimer tout ça. Ça veut dire, dans un moment de crise où c'est quand même assez... Il faut justifier des investissements très, très importants. Aussi bien la culture que les sports sont des thèmes qui permettent une légitimation assez tranquille parce que personne n'est contre la culture et les sports. Et surtout que les sports, ils ont encore un avantage, c'est qu'ils mobilisent une population, une masse de gens très grande, donc ils sont toujours très populaires. Alors, ce qui est très intéressant et qu'il faut comprendre, c'est que ce modèle, il représentait un très gros avantage pour les promoteurs immobiliers, pour les entrepreneurs du bâtiment, car ces projets étant des projets qui sont nés d'une volonté politique, ce sont pourtant des projets politiques, et ce sont pourtant des projets qui sont garantis par des fonds publics. Alors, pour un entrepreneur, ça c'est un très gros avantage, parce que si moi je suis un entrepreneur et je dois investir dans un investissement urbain que je dois vendre après, le risque de cet investissement, il est à moi. C'est moi qui dois le vendre. Par contre, si moi, je gagne un appel d'offres d'un gouvernement pour faire un musée, pour faire un stade, pour faire n'importe quoi qui soit un grand chantier public, je n'ai aucun risque dans cet investissement-là. C'est-à-dire que si la Coupe du Monde, elle fait faillite, c'est le gouvernement qui aura à répondre, mais moi, en tant que grande entreprise du bâtiment, j'aurais reçu ce que j'avais à recevoir dans mon contrat que j'ai fait, parce que j'ai construit le stade. Moi, je construis le stade, j'ai rien à voir avec le reste. Si le stade, il se remplit ou pas après, c'est pas mon problème. Et donc ça, c'est une logique qu'il faut comprendre, parce que ça permet que petit à petit, il y ait quand même une transférence très importante des activités dans le bâtiment à la recherche de ces possibilités que représentent des grands contrats publics qui sont une espèce de capitalisme sans risque. Ça veut dire j'ai la garantie d'entrer dans une très bonne affaire avec la garantie absolue que cette bonne affaire va me rendre des bénéfices très importants. Alors, de là, on ressort une espèce de pensée unique des villes. Moi, j'ai écrit un livre que je n'ai pas amené aujourd'hui qui s'appelle « Le mythe de la ville globale ». C'est sur le cas de São Paulo, mais c'est un livre où je montre, je l'ai écrit il y a longtemps, c'était en 2003, en 2003 c'était le doctorat, après il est devenu livre en 2007, mais où je montrais comme il y a une espèce de construction d'une image, de l'importance soi-disant d'une ville globale, une ville mondiale. Il faut être une ville mondiale pour survivre dans cette ambiance de crise mondiale, et être une ville mondiale, c'est-à-dire
il faut être une ville capable d'attirer justement les flux de capitaux internationaux. Et pour ça, il faut qu'on suive la recette de la planification stratégique. Il faut qu'on suive cette recette qui comprend d'ailleurs essayer d'obtenir le droit de recevoir des grands événements culturels ou sportifs. Alors par exemple des expositions universelles, des expos de ceci, de cela, et aussi des jeux dans tout genre. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, il y a des jeux, il y a les Jeux Européens bientôt, par exemple. Et tout ça, ça devient donc une espèce d'objectif de plusieurs villes dans le monde. Justement, John Short, qui est un chercheur nord-américain, a donné le nom de wannabe world cities, ça veut dire les villes qui veulent être mondiales. Quelle est cette ville? Est-ce que c'est une ville mondiale? Non, c'est une wannabe, elle veut l'être. Si elle l'est, c'est une autre histoire. Et les consultants. Alors, j'ai oublié de vous dire dans l'image d'avant, je ne sais pas ce que je l'ai mis, c'est ce que j'ai oublié de le mettre, et pour ça, ben non, voilà, c'est là. C'est qu'en plus des grands projets de François Mitterrand, il y a eu les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, qui, eux, sont devenus paradigmatiques de cette politique. Alors, ce n'est pas donc une coïncidence que des gens qui étaient les principaux acteurs de l'urbain à Barcelone en 92, comme Jordi Borja ou comme Joan Clos, qui était le maire de Barcelone à plusieurs reprises et qui a donc été le directeur financier des Jeux Olympiques de 92, il est aujourd'hui le président mondial de l'UN Habitat. Ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'influence dans les politiques urbaines de par le monde. Alors, en fait, on a commencé à passer à un stage où il s'agit de créer des opportunités. Ça veut dire, peut-être que l'on n'a pas les grands événements, mais on va essayer de les avoir. Et si on ne réussit pas à les avoir, on va créer d'autres opportunités. On va essayer de trouver des bonnes excuses, des grands chantiers en tant qu'homme politique, parce que tout le monde sort gagnant. Ça veut dire, le politicien, il sort gagnant parce qu'il a les bénéfices, les retours politiques de cette action, et il sort gagnant parce qu'il fait des accords avec des entreprises très puissantes qui, normalement, lui financient pas mal de sa carrière politique, de ses campagnes, etc. Et d'un autre côté, il y a les entreprises du bâtiment, etc., qui, évidemment, sortent gagnantes parce qu'elles ont des contrats en or et sans risque. Alors, créer des opportunités pour inventer des grands projets, ça devient un peu une espèce de nouvel urbanisme moderne que l'on a dans tous les pays du monde, mais qui va gagner une autre dimension dans les pays du Sud. Et pour faire cela, on fait appel à une espèce de jet set de grands architectes. Ça veut dire les architectes ne servent plus forcément pour essayer de penser aux gros problèmes urbains et architectoniques des villes dans le monde, pour penser par exemple à la question de la pauvreté et des peut-être 20 millions de personnes par exemple au Brésil qui n'ont pas où habiter dignement. Les grands architectes, plutôt, ils se tournent vers une espèce de carrière, une carrière de succès, de jet set, de grandes stars, et commencent à vendre de par le monde des projets qui deviennent un peu des cartes postales de toutes ces villes-là. Alors, nous avons Herzog de Meuron, ils ont tous tous habillés en noir, pas Herzog de Meuron quand même, si. Tous, ils regardent l'horizon avec un air un peu perdu, de génie qui voit le futur et tout ce qui va se passer. C'est un peu des stars du star system, des pop stars, et qui sont là et qui deviennent des architectes. Herzog de Meuron qui ont fait je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le nid à Pékin, pour les Jeux Olympiques de Pékin, le grand stade, le nid d'oiseaux, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Ensuite, Zaha Hadid, qui devient une des plus importantes. Jean Nouvel. Là, je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai mis, mais ce n'est pas un architecte, c'est Sting. Mais je l'ai mis juste parce que c'est la même pose. Et ça montre bien que les grands architectes, ils se prennent pour des pop stars. Mais ce n'est pas un architecte, c'est Sting, le pauvre. Il n'a rien à voir avec tout ça. Mais je l'ai mis là parce que j'aime bien la ressemblance des photos et le style que l'on veut passer de ces architectes-là. Très bien. Alors, la FIFA et le Comité olympique international, ils sont très malins. Parce qu'eux, ils ont une question qui est quand même assez particulière. Eux, ils ont l'exclusivité de l'organisation de ce qu'ils font. Ça veut dire que peut-être que d'autres événements culturels, etc., peuvent être créés ou inventés par d'autres personnes, etc. Mais si je veux faire des Jeux Olympiques d'hiver ou d'été, et si je veux faire une Coupe du Monde, une Coupe de l'UEFA, eh ben, je suis obligé de passer par la FIFA et l'UEFA, et je suis obligé de passer par le Comité olympique international et les comités olympiques nationaux. Je n'ai pas le choix. Ils ont légalement, c'est eux qui détiennent les droits de ces événements. Or, ces deux événements sont les plus gros événements sportifs du monde, de loin, et donc ils deviennent très, très, très intéressants pour justement ceux qui gagnent avec ces grands événements.
Alors je vous l'ai déjà dit, qui c'est qui gagne à ces grands événements? Les hommes politiques, mais c'est mitigé. Je vais vous le montrer qu'au Brésil, c'était très limite. Est-ce que c'était un pari qui a marché ou pas pour Lula et Dilma Rousseff, notre présidente actuellement? C'est très limite. Mais c'est surtout les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers, les entreprises du bâtiment et du génie civil, et évidemment la FIFA et le Comité olympique international, et les entreprises qui s'associent à elles, donc Coca-Cola, qui est le sponsor officiel, Heineken, qui est le sponsor officiel, etc., et qui donc se gagnent des droits d'exclusivité, mais qui paient beaucoup pour ça. Donc aussi, le gain de ces grosses entreprises comme Coca-Cola et Heineken, c'est pas très clair encore, parce que la FIFA, elle demande très cher. Alors, c'est surtout des gains de publicité, parce que vendre des coca dans les stades, ça leur rapporte un petit peu, mais ce n'est pas vraiment ce qui fait la différence, parce qu'ils payent beaucoup plus qu'ils ne gagnent avec ça. Alors, les événements en soi, ils apportent des bénéfices, justement, les droits de médias, etc., mais c'est surtout des bénéfices pour la FIFA et le COI. Mais en fait, est-ce que les événements en soi, ils sont rentables pour les pays? Ils sont rentables pour la FIFA, c'est sûr. Ils sont rentables pour le Comité olympique international, mais est-ce que pour les pays ou les villes qui les organisent, ils sont rentables? Et là, c'est plus compliqué à dire, parce que si l'on prend depuis 1976, Montréal, ça a été un fiasco, ça a été un déficit total. Il y a eu des accusations de corruption pour la construction du stade, ça a été un truc. Ensuite, il y a eu Atlanta, qui est aussi très limite. Ils ont été plutôt dans le négatif, mais pas énormément, mais ils n'ont pas fait de bénéfices. Athènes, où il y a vraiment eu un déficit assez important. L'Afrique du Sud, que personne ne dit, mais qui a eu quand même 3,25 milliards d'euros de dépenses, donc pour un pays qui n'est pas un pays développé. Donc, en fait, on se demande si les bénéfices financiers est réel. La Coupe du Monde de Brésil a coûté un total de 7 milliards d'euros. Et ça, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on remarque que dans les années 90, enfin dans les années 2000, au passage de ce siècle, il y a un disloquement, un déplacement de la Coupe du Monde surtout, des Jeux Olympiques aussi, mais moindre, mais surtout de la Coupe du Monde vers les pays du Sud. Alors, c'est assez intéressant, si on observe, toutes les Coupes du Monde dans les années 80 et 90, à l'exception du Mexique en 86, ont été faites dans des pays développés au nord. Alors, ça a été en Espagne, en Italie, aux États-Unis et en France. Et dans ces pays-là, tous ont mis en place des projets de rénovation urbaine très importants, avec beaucoup de dépenses publiques. Alors, ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est que tous ces grands projets urbains, ils impliquent un énorme montant de des fonds publics. Les Docklands à Londres ont dépensé 1,5 milliard de dollars publics pour supporter les transformations. Alors, il y a aussi des investissements privés, mais il y a un énorme investissement public. Alors, vous connaissez ici en France le stade Saint-Denis, là, le stade de France à Paris, qui aujourd'hui est là-bas, on passe, il est quand même un peu sous-utilisé, dans l'idée qu'il allait promouvoir une rénovation urbaine dans une région à problème, entre guillemets, de Paris, qui est la région de Saint-Denis, dans le nord de Paris. Enfin, voilà, donc, la même chose en Italie, la même chose aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il y a un certain moment où c'est arrivé à un certain limite. Ça veut dire qu'il a commencé à apparaître un certain nombre de personnes dans ces pays-là qui ont commencé à se mettre en désaccord, qui ont commencé à se mettre en opposition et à dire, écoutez, c'est peut-être pas une bonne affaire. Et donc on a commencé à voir, vous le savez, j'ai oublié maintenant les exemples, mais pour les Jeux Olympiques d'hiver, il y a déjà 3 cas de villes qui ont refusé que le maire présente la candidature de la ville. Parce que la population a dit non, nous on ne veut pas, ça rend plus de problèmes que ça n'apporte davantage, c'est très cher, ça crée des problèmes, etc. Alors j'ai l'impression que la structure sociale européenne, qui est quand même historiquement beaucoup plus structurée que dans les pays du Sud, y compris dans l'expérience démocratique et la tradition démocratique de ces pays-là, et surtout l'héritage de l'État du welfare state, de l'État du bien-être social, de l'État-providence, qui, d'accord, est en train de s'effricher, qui, d'accord, n'est plus ce qu'il était avant, etc., mais qui quand même est complètement différent de ce qui se passe dans les pays du Sud. Alors, peut-être par coïncidence, peut-être pas, c'est marrant parce qu'à partir
de 2000, on a un disloquement. D'abord Corée-Japon, qui était un peu intermédiaire, et ensuite on va vraiment vers les pays sous-développés, à l'exception de l'Allemagne, il y a toujours une exception. Donc Afrique du Sud, Brésil, maintenant Russie, après le Qatar. Voilà. Alors, quel est l'avantage de venir en Afrique du Sud, ou même en Corée ou au Japon, où c'est un peu la même chose, pas au même niveau que l'Afrique du Sud et le Brésil, c'est que, en fait, ces pays-là, comme l'Afrique du Sud et le Brésil surtout, ce sont des pays qui sont encore des démocraties récentes. Ce sont des États que j'ai mis là faibles, parce qu'ils sont encore faibles du point de vue de la structuration d'un État tel quel on le connaît ici, de l'État-providence. Ce sont des États qui, en fait, ne sont pas des États-providence, n'ont jamais été des États. Et là, il y a une discussion à faire en sciences politiques sur la nature de l'État dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. La nature de l'État dans les pays du Sud, c'est une nature différente parce que ce sont des États qui, le long de l'histoire, n'ont jamais eu de rupture. Ils ont toujours eu des transitions dans la continuité. Et cette continuité d'un système où les élites dominantes, économiques et politiques, dominaient la société en dominant un État qui, en fait, a toujours été un instrument spécifique pour leurs propres intérêts. Il n'y a pas l'idée du public, de l'État qui sert au public, à un plus grand nombre de gens, pour essayer de faire que les choses marchent pour toute la société, etc. Au Brésil, et en Afrique du Sud aussi pas mal, l'État, c'est surtout un instrument dans les mains des secteurs dominants qui, toujours le long de l'histoire, a trouvé les meilleurs moyens pour faire en sorte que les groupes dominants minoritaires de ces pays puissent s'enrichir en accord avec les intérêts de l'économie internationale à chaque moment de l'histoire, et cela grâce à une augmentation des inégalités internes. C'est un peu comme la Chine aujourd'hui, qui s'élance dans une croissance économique assez importante, mais en s'appuyant sur le fait qu'elle a une main-d'œuvre interne très 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 bon marché. L'Amérique latine a toujours été la réserve de main-d'œuvre bon marché pour l'industrialisation internationale. C'est pour ça que toutes les industries brésiliennes, il n'y en a aucune qui a un nom brésilien. C'est Ford, Volkswagen, Bayer, Ron Poulenc, etc. Ce sont des entreprises internationales qui sont venues et qui ont soutenu une industrialisation assez rapide, mais qui était basée sur les bas salaires, sur les travailleurs à très bon marché. Alors, cet État patrimonialiste, il est beaucoup plus, disons, il est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus fragile et il est beaucoup plus évident de le faire plier aux pressions de corruption, aux accords de lobbying et surtout au financement des campagnes politiques. Alors aujourd'hui, au Brésil, les plus grands financeurs de tous les politiciens au Brésil, tous, de la droite, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ce sont des grandes entreprises du bâtiment. Ce sont les grosses entreprises du génie civil. Ce sont les entreprises qui financent les campagnes politiques. Or, c'est intéressant, dans les Coupes du Monde et dans les Jeux Olympiques, ce sont surtout elles qui ont un rôle à jouer et qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, dans des pays qui n'ont pas des traditions d'aménagement concerté du territoire, ça veut dire où il n'y a jamais eu un État qui fait une planification urbaine, qui établit des lois pour essayer d'équilibrer, d'harmoniser le territoire et l'utilisation du territoire. Au contraire, c'est des pays qui ont des villes qui sont divisées, qui sont des espèces de raccords de groupes sociaux très distants du point de vue économique, etc. Et ce sont des pays qui auraient des priorités d'investissement. Si on avait une pensée réellement publique, ils auraient une priorité d'investissement qui serait autre que de faire des stades. Je vais vous montrer par exemple des cas bientôt. Alors, quand on arrive dans la Coupe du Monde, on a un phénomène assez intéressant parce que d'abord, on a une concertation politique qui dépasse les questions idéologiques et partidaires. C'est-à-dire que, comme la Coupe du Monde, elle a une spécificité par rapport aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est dans une ville. Mais la Coupe du Monde, c'est dans un pays. Alors un pays qui est une fédération comme le Brésil, qui a un gouvernement fédéral, des États et ensuite des municipalités qui reçoivent les Jeux, il faut avoir un accord parce que le gouvernement fédéral, c'est un parti, l'État, pas obligatoirement du même, et les municipalités peuvent être encore d'un autre parti. Donc il faut mettre tout le monde d'accord pour faire une espèce d'effort commun politique pour recevoir les Jeux qui vont être, eux, tous, éparpillés dans tout le territoire. Donc vous voyez, là c'est le Brésil, donc on a depuis l'Amazonie jusqu'à l'extrême sud, on a, je ne sais pas, je crois que c'est 14 villes, quelque chose comme ça, qui ont été choisies pour être les sièges de la ville de la Coupe du Monde. Voilà.
Alors, tout ça se donne dans un pays qui d'un côté est très moderne, qui d'un côté présente des niveaux de développement. Alors il faut toujours se souvenir que le Brésil, c'est la 7e économie du monde. Ça veut dire que du point de vue du PNB, le Brésil et la France sont très proches. Le Brésil vient juste après l'Angleterre. Donc c'est vraiment c'est un pays qui est d'une puissance économique incontestable. Mais en même temps, il est dans les 7 pays du monde qui concentrent le plus les richesses. Ce qui veut dire que nos riches sont très riches et nos pauvres sont très pauvres. Alors, si l'on va dans les quartiers riches, c'est un pays où l'on voit de la modernité, où on voit des choses qui sont typiques d'un pays développé. Alors, on a des grands chantiers, on a des grandes œuvres de génie civil, comme ce pont, tout ça, c'est des photos de São Paulo. Mais en même temps, alors c'est un pays, voilà, São Paulo aussi, donc c'est un pays qui a la mode américaine de New York, de parklets. On a maintenant, on commence à faire des voies cyclables, on a des parcs, on a des places très agréables. Donc ce sont des villes qui peuvent être très agréables pour peut-être 30% de la population. Alors que les autres 70%, ils habitent là. Et donc ça, c'est la vraie face des villes brésiliennes. On a au Brésil un déficit de logement total de 6 millions d'unités, ce qui nous fait autour de 20 millions de personnes qui n'ont pas où habiter. Ça veut dire qu'ils habitent dans ces conditions-là, des conditions d'informalité, de précarité absolue, où il n'y a rien, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de rue, enfin voilà. Et il y a des risques de déboulement un peu partout. Alors, les villes brésiliennes, on peut les voir par leur côté touristique et les reconnaître par le côté formel, par les 30% de la ville qui sont structurés, mais on peut les voir aussi par ce côté-là. Et je peux vous dire, ça, c'est une ville au nord du Brésil, enfin au nord-est du Brésil, c'est Salvador de Bahia, et ça, c'est São Paulo dans le sud-ouest, dans le sud-est. Donc, il n'y a rien qui change. On ne peut pas les différencier. Ce sont des villes qui sont marquées par la pauvreté. Ça, c'est la plus grande favela de Rio, l'endroit où il y aura la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques de 2016. Donc, c'est des villes invisibles. Bien sûr que ceux qui habitent à Rio, qui est touristique, qui est ici, dans les plages que l'on voit au fond, ils voient très peu, donc, ces favelas énormes qui sont quand même constituées par la majorité de la population de ces villes-là. Alors, pour que vous ayez une idée de ce qu'on appelle la ségrégation et l'apartheid urbain, je vous prends des photos très rapidement de São Paulo. Ça, c'est la région riche de São Paulo, où plus de 50% de la population gagne plus de 25 salaires minimum, donc est très riche. C'est dans cette région où il y a tous les investissements en routes, ponts, avenues, etc., et même le métro. Et c'est dans cette région où il n'y a pas de favela, de bidonville, mais c'est dans cette région où il n'y a pas de pauvres, moins de 10% de pauvres. C'est dans cette région où il y a moins de 10% de noirs. Et c'est dans cette région où il y a une législation qui n'autorise de n'avoir des lotissements obligatoirement de plus de 250 mètres carrés. Ça veut dire qu'on est obligé d'être riche pour y habiter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pays qui provoquent l'apartheid urbain. Et c'est un apartheid racial, c'est un apartheid économique. Donc c'est de ce pays qu'on est en train de parler, qui va recevoir la Coupe du Monde. Mais évidemment que la Coupe du Monde a un rôle de publicité. Quand on voit Lula qui vient et qui pleure parce que le Brésil a été choisi pour la Coupe du Monde, on a l'impression d'un tout autre Brésil, mais pas du tout le Brésil représenté par cette photo, qui représente exactement le niveau de division sociale que l'on a. Alors souvent les gens ici en France me disent que c'est un montage en PowerPoint, en Photoshop. Les gens me disent si on voit ici c'est mal fait le mur, mais c'est pas du tout un montage. Ça c'est à São Paulo, tout près de l'université de São Paulo. C'est un grand bidonville qui s'appelle Paraisópolis, la ville paradis, et qui est justement composé de gens qui servent ces appartements de luxe du quartier du Morumbi, qui est un quartier qui est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment la représentation du Brésil urbain aujourd'hui. Alors, quand la Coupe du Monde arrive, elle pose des choses intéressantes. Alors d'abord, ils imposent dans ces pays où il y a des problèmes que je vous ai montrés. C'est-à-dire, imaginez s'il n'y a pas de problème de planification urbaine à São Paulo, résoudre les problèmes de tous ces quartiers qui n'ont pas d'assainissement, qui n'ont rien, faire arriver le transport collectif, mettre des écoles, etc., etc. Alors, quand la Coupe du Monde arrive au Brésil, on avait un stade très grand qui avait 60 000 places, qui s'appelle le Morumbi, justement à côté de cette favela que je viens de vous montrer, et qui était ici. Alors, les lobbying ont été faits, et ce stade a été choisi pour faire la fermeture de la Coupe du Monde.
L'ouverture de la Coupe du Monde. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout décidé de faire là. Le gouvernement fédéral a mis des millions, 200 millions de reais, donc à peu près 70 millions d'euros, pour faire une ligne de train aérien, de métro aérien qui allait amener les supporters ici. Mais en fait, il y a eu un petit problème, c'est que là, c'était une rénovation de stade. Et la rénovation de stade, elle avait un budget autour de 100 millions d'euros. Et 100 millions d'euros, c'était trop peu, y compris pour les commissions exigées par la FIFA et par la CBF, la Confédération brésilienne de football, qui exigent des commissions. Ce n'est pas de la corruption, c'est du privé. Alors ils peuvent dire, nous on a une commission, alors cette commission elle était de 100 millions pour chacun, ça faisait la moitié du budget total, ça ne marchait pas vraiment, donc du jour au lendemain, ils ont décidé de transporter les stades et en construire un neuf, qui lui il a coûté 1 milliard et 200 millions, ça veut dire divisé par 3, 600 millions d'euros, 400 millions d'euros, c'est ça, oui, 400 millions d'euros, et alors qu'ici c'était 70. Et là, donc, on pouvait mettre toutes les commissions qu'on voulait. Et le stade, il a été transféré parce qu'il y avait une équipe de football, l'une des plus grandes du Brésil, qui était très contente parce qu'elle n'avait pas de stade. Donc, elle en a profité pour pouvoir faire son stade. Très bien. Alors, vous allez me dire que, évidemment, la planification urbaine a suivi. Et que, évidemment, donc, la ligne de métro qui allait venir par là, elle a été déplacée. Ils l'ont faite par là. Eh ben non, la ligne de métro elle continue à être construite jusqu'à aujourd'hui et elle emmène des supporters vers l'autre stade où il n'y a pas eu la Coupe du Monde. Et c'est dans le budget de la Coupe du Monde. Alors c'est pour que vous ayez une idée de ce que je vous dis, c'est comment est fait la planification urbaine de ces choses-là. En même temps que ce stade qui arrive dans un quartier assez précaire, il aurait pu être porteur de transformation urbaine, mais non, c'est une espèce d'éléphant blanc qui est mis au milieu du truc, il n'y a rien autour, c'est une espèce de désert urbain, il n'y a aucun travail d'intégration urbaine avec les alentours, il y a surtout des grosses avenues qui sont faites pour que les gens puissent arriver en voiture, des gros parkings, il y a un déchirement du tissu urbain terrible, et ça c'est le résultat d'une décision politique de la Coupe du Monde. D'un autre côté, la FIFA exige de tous ces pays ce qu'elle appelle la création d'une espèce d'état d'exception. Alors, l'état d'exception, c'est d'abord, elle fait le Congrès national voter la loi de la Coupe. C'est une loi d'exception qui propose des choses qui n'étaient pas légales au Brésil. Par exemple, pouvoir vendre de l'alcool dans les stades. Ça avait été interdit parce qu'on avait eu beaucoup de problèmes avec les supporters, les bagarres de supporters, des morts, etc. Après des années et des années et des années, le Congrès national avait réussi à voter une loi et ça faisait peut-être 10-15 ans que la vente d'alcool dans les stades était interdite. Et bien la FIFA, en 2-3 jours de lobby, elle a tout mis par terre et la vente d'alcool a été autorisée parce que Budweiser ne viendrait pas avec la Coupe du Monde de la FIFA si jamais il ne pouvait pas vendre dans les stades de l'alcool. Alors les lois de la Coupe, elle a plein de règles comme ça. Alors, par exemple, sur les aires publiques privatisées, sur le commerce. Alors, ils interdisent le commerce dans un rayon de 3 km. Alors, les gens qui, depuis toujours, ont vendu des petites choses dans la rue, etc., autour des stades, ils sont tous obligés de partir. Il y a tout un commerce informel qui est annulé parce que la FIFA détermine que rien ne peut être vendu, seulement le commerce fixe. Et le commerce fixe n'a pas le droit de vendre les marques qu'elle détient, etc., etc. Il y a certaines aires entières de la ville qui sont déterminées privées de la FIFA et que personne ne peut rentrer, ne peut vendre, etc., parce que c'est là où elle va faire leur fan fest, qui sont les rassemblements de supporters pour voir sur des grands écrans. Ils exigent des nouvelles lois de police. Alors le Brésil en a profité pour approuver des nouvelles lois de répression aux manifestations, puisque c'était une bonne occasion de le faire, très violente, parce que c'était des exigences de la FIFA. Donc la FIFA établit un état d'exception. Ça veut dire on vote des choses absolument à toute vitesse pour essayer, pour être dans les temps, parce que sinon Volcker, qui est le grand secrétaire général, va arriver et va gronder tout le monde, et va gronder le président, et va dire ça va pas du tout, il faut aller plus vite. Donc c'était une espèce de schizophrénie nationale pour que tout soit prêt à temps. Bon, alors on en arrive à des cas intéressants, comme par exemple à Recife, où on a une ville d'1 million d'habitants, avec un déficit de logement de 65 000 unités, c'est-à-dire multiplié par 3,5, 4 pour avoir le nombre de personnes. 65% de la ville n'a pas d'assainissement, et ils vont me construire un stade pour 46 000 personnes,
situé à 8 km de la ville. Vous voyez, la ville, elle est loin, hein, elle est là-bas d'ailleurs, elle est ici. Ça, c'est les quartiers plus proches. Un stade au milieu de la forêt, donc qui va créer évidemment de nouveaux investissements immobiliers, un nouveau quartier, qui demande par des investissements publics une nouvelle ligne de bus, une nouvelle route de l'infrastructure et un nouveau quartier. Mais ces investissements publics qui sont créateurs d'une grosse opération immobilière, ils n'étaient pas nécessaires. Ça veut dire que personne n'a demandé à ce qu'il y ait un nouveau quartier dans cet endroit-là. Ce n'était pas nécessaire de l'avoir. Par contre, il aurait été nécessaire d'avoir des investissements assez importants pour pouvoir résoudre les 65% de la ville qui n'ont pas d'assainissement. Alors on fait le stade qui coûte 200 millions d'euros, alors que la ville n'a même pas d'équipe de foot dans la Ligue 1 du football brésilien. Voilà. Alors après, on va à Natal, dans le Rio Grande do Norte, c'est encore pire. Alors donc voilà le projet. Ça, j'ai pris des photos que notre élève nous a passées, mais j'ai oublié de mettre celle du stade actuel plus proche. Mais bon, en tout cas, merci pour la photo. Et toujours est-il que voilà, ça c'est l'original. Donc c'est un stade qui existait aujourd'hui, qui était là, qui marchait bien, qui avait une certaine, qui aurait pu être reformé, etc. Et en fait, on a fait un projet immobilier autour, on l'a détruit complètement. On a fait un nouveau stade avec, vous voyez les tours ici en vert, donc un projet immobilier. Le stade, lui, il a été fait avec un investissement de 400 millions d'euros payés en 17 ans aux entrepreneurs qui ont fait le stade et qui vont diviser les bénéfices du stade avec l'État dans les prochains 17 ans. Il n'y a pas d'équipe en Ligue 1. Cette partie-là, comme elle est pour les promoteurs immobiliers, c'est un investissement privé, elle n'est pas encore prête, elle n'est même pas, il n'y a rien, c'est toujours comme ça. Mais ils ont déjà construit le stade. Et c'est la même chose, c'est une ville qui a 800 000 habitants, qui a 50 000 logements déficitaires, 50 000 unités d'habitation déficitaires en moins, et qui a 63% de la ville sans assainissement. Donc, ce sont ces déséquilibres absolument absurdes qui sont les résultats. Alors, et puis ça, c'est une photo donc, où est-ce qu'il est, il est là, voilà, merci que tu m'as passé, et qui est très bien parce que lui, il faisait partie des mouvements d'opposition à ce stade là-bas. C'est justement des stades qui ont en plus des problèmes très importants, parce que c'est des projets qui sont faits en urgence, et comme ils sont faits en urgence, ils ont d'énormes problèmes structurels, comme par exemple la question des eaux. Et donc voilà, de la première pluie, avant même qu'il y ait le premier match de la Coupe du Monde, on a cette situation d'inondation tout autour du stade. Alors, d'un autre côté, il faut voir qu'il y a quand même des aspects qui peuvent être intéressants. Par exemple, il y a une rénovation des aéroports dans le Brésil qui a été assez importante, qui a été bénéficiaire pour le Brésil. Le Brésil avait vraiment besoin, à cause de sa croissance économique récente, d'avoir une rénovation des aéroports. Mais, en fait, est-ce que le coût général de la coupe justifiait faire tout ça on aurait pu faire les nouveaux aéroports sans avoir fait la coupe. Surtout que les aéroports n'étaient pas prêts pour la coupe. Donc, c'est vrai, ils n'étaient vraiment pas nécessaires. Et surtout qu'au moment de la coupe, on s'est rendu compte qu'il y a eu une baisse de 20% du trafic aérien. Alors que tout le monde était là, il faut les aéroports, sinon la coupe ne va pas avoir lieu. Et bien, au fait, il y a eu une baisse. Les aéroports, ils étaient vraiment, il n'y avait personne, parce que les gens, comme c'était très cher, et ben, ils n'ont pas voyagé pendant la coupe. Donc, il n'y avait que les supporters qui allaient voir les matchs. Et en fait, ça a baissé énormément les flux des aéroports. Alors, évidemment que le gain de la Coupe du Monde, c'est une visibilité internationale très importante pour Lula. Lula a adoré son image partout dans le monde, et le Brésil aussi, ce qui est pas du tout, ça peut être assez important aussi, c'est pas du tout négligeable. Ça veut dire, ça a permis de lancer le Brésil dans une vitrine internationale très importante. D'un autre côté, c'est un pari politique, c'est avéré dangereux, parce que la Coupe du Monde s'est passée pendant exactement les élections présidentielles. Et là, justement, ces contradictions que je viens de montrer, elles sont venues à jour par surtout les jeunes qui, eux, ont une conscience au Brésil après presque 12 ou 14 ans de croissance économique, d'accès à l'information, d'accès à l'école et aux universités. Au Brésil, il y a une augmentation des élèves en université de 1 billion il y a 15 ans
à 7 millions actuellement. Donc on a une énorme entrée des programmes universitaires. La preuve, c'est qu'il y a plein de Brésiliens ici qui sont bénéficiaires de ces programmes universitaires. Donc on a une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération qui est en train de promouvoir une espèce de révolution générationnelle, un peu comme il y a eu peut-être en 68 ici en France, et qui, elle, est capable de voir un peu tout ça et qui commence à mettre en cause, est-ce que ça vaut la peine d'avoir toutes ces dépenses-là ? Alors, ça a été vraiment une question que le président Lula a dû faire face. Est-ce que le pari de la Coupe valait la peine ? Parce que d'un autre côté, on a vu que tous ces stades, ils finissent par approfondir les inégalités spatiales. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'à la fin de l'année, maintenant en décembre, le gouvernement a déclaré que l'une des principales raisons de la chute du PNB brésilien en 2014 avait été la Coupe du Monde. Donc, c'est comprouvé, signé, lu et approuvé par la présidence de la République que la Coupe du Monde, du point de vue économique, macroéconomique, elle a un coût plus grand, elle est déficitaire que l'on imagine. Alors, donc, cela a fini par insuffler les manifestations de juin 2013 qui ont failli coûter très cher au gouvernement parce que la présidente du Brésil a failli ne pas se réélire. Elle a fini par se réélire, mais ça lui a coûté très cher parce que ça a été très difficile. Évidemment, il y a eu des manipulations politiques autour de ces manifestations. Évidemment que les secteurs de droite et d'extrême droite en ont profité et eux qui étaient participants du pacte de la Coupe du Monde, qui ont plusieurs municipalités, qui gouvernent plusieurs États, qui ont été d'accord avec la Coupe du Monde depuis le début, ces mêmes gouverneurs qui étaient depuis le début d'accord, du jour au lendemain, ils ont dit oui, c'est un absurde la Coupe du Monde parce qu'ils ont profité de ces mobilisations pour essayer de les transformer dans un phénomène politique capable d'enlever les possibilités de réélection de la présidente. Ils n'ont pas réussi. Moi, je suis bien content parce que moi, personnellement, j'ai voté dans la réélection de la présidente, mais en tout cas, c'était quand même, j'ai voté critiquement, vous pouvez voir, la preuve, c'est tout ce que je viens de dire, mais bon, toujours est-il que ça a été quand même très difficile. Alors maintenant, la grande question, c'est, nous avons des Jeux à Rio, en 2016. Et pour Rio, les Jeux olympiques, ils ont commencé très bien, ils vont avoir un coût de 12,5 milliards d'euros. Alors si la Coupe du Monde, dans tout le pays, a coûté 7 milliards, les Jeux olympiques, seulement dans la ville de Rio, vont coûter 12 milliards et demi. Et là, on a des investissements urbains sans précédent. On prend tout le centre de Rio, qui est très, très dégradé, et on fait une intervention avec de l'argent public qui est absolument impressionnante, avec des édifices de 50 étages, de 30 étages, enfin, il y a un peu de tout. Et ça veut dire que les anciens quais qui sont là, et cette voie élevée qui était ici, elle a été détruite. Elle va être substituée, ici c'était le projet, donc on voit par une voie souterraine, et à la place de ça, on va avoir ça, et donc c'est un nouveau projet urbain à une échelle absolument incroyable, à nouveau, qui passe par-dessus toutes les demandes urbaines plus urgentes. Alors, vous me direz que tout ça, c'est un problème essentiellement brésilien, mais au fait, c'est intéressant, parce que donc moi j'arrive ici en France, et je vois qu'il va y avoir la Coupe de l'UEFA. Et donc, qu'est-ce qu'on discute ? Si Saint-Étienne a bien fait ou mal fait de réhabiliter son ancien stade. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je dis, elle a bien fait de réhabiliter son stade, mais c'est exactement la même dynamique. Et à Lyon, on a exactement la même discussion avec l'Olympique de Lyon qui essaye de construire un nouveau stade, qui se confronte aux agriculteurs de la région, dont il y a un monsieur qui reçoit les gens avec un carabine, d'après ce que j'ai vu, et qui a eu la moitié de ses terres enlevées par décret pour pouvoir construire le stade. Et à nouveau, on tombe dans exactement le même discours de « il faut, c'est nécessaire, il faut créer les opportunités, il faut créer les investissements, il faut créer les projets urbains, ils sont nécessaires, alors qu'évidemment que l'on sait qu'il n'y a aucune raison. Si la France a eu une Coupe du Monde en 1998, ça veut dire que ça fait 16 ans. Les stades, ce n'est pas des choses périssables, ce n'est pas des bonbons, comme dirait Jacques Brel. C'est quelque chose qui a quand même de la durée dans le temps. Pour un méga stade construit il y a 16 ans c'est très jeune. Et donc il faut se demander vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai que les exigences de l'UEFA sont réelles au point de devoir
détruire et reconstruire des stades qui ont été faits il y a 16 ans, qui ont été refaits pour une Coupe du Monde il y a 16 ans, en 1998. Donc, vous voyez que tout ce que j'ai dit pour là-bas revient maintenant, rebondit, parce que c'est un événement moindre, c'est la Coupe de l'UEFA, elle n'est pas dans la même dimension qu'une Coupe du Monde, mais elle est quand même une dimension très importante. Donc, l'exemple de la France, de l'Afrique du Sud a servi pour le Brésil, l'exemple du Brésil sert pour le reste du monde, y compris pour la France. C'est ce que j'avais à vous raconter pour l'instant, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'attends vos questions. Voilà, merci. Bonjour, je suis Pascal Chervin, je suis enseignant en faculté des sciences du sport, on va dire. Je suis arrivé, je suis désolé un peu en retard, mais au début de votre intervention, vous parliez des avantages politiques d'organiser une grande manifestation, une sorte de manière de dire que le sport c'est l'opium du peuple, ce qu'a dit Jean-Marie Brome en France durant les années 60-70, c'est ce qu'il continue à dire. Et en fait, finalement, sur les conséquences politiques des grands événements, on n'est pas sûr que finalement ça conforte tant que ça les hommes politiques, et notamment en 78 où la Coupe du Monde s'est déroulée en Argentine, et finalement où le général Videla s'est servi énormément de l'Argentine. En plus, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, et finalement on s'est aperçu que politiquement, il a perdu pas mal. Et vraisemblablement, alors ça demanderait une analyse politique plus fine que la mienne, mais il a peut-être perdu partiellement à cause de la Coupe du Monde, qui a généré une certaine euphorie, mais aussi une volonté de révolte de la part du peuple argentin. Donc simplement pour nuancer un peu le propos, c'est pas toujours le cas. Parfois c'est une vitrine d'émancipation. Tommy Smith et John Carlos, aux Jeux Olympiques de Mexico, le fameux point ganté de noir, c'est peut-être moins opium du peuple, c'est un petit peu un bémol que je mettais, mais ce n'est pas vraiment une question. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que j'ai dit au début, c'est que cette idée que c'était l'opium de peuple a servi à légitimer ce mouvement d'acceptation initiale, comme la culture d'ailleurs. Peut-être même plus la culture au début que les sports. La culture, encore au Brésil, elle marche beaucoup plus que le sport. Elle est plus légitimable, je pense. Mais après, vous avez tout à fait raison. Je pense que les expériences concrètes, même aux Jeux Olympiques de Montréal, ça a été le cas. Et elles ont montré qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et la preuve, c'est que exactement, non seulement en Argentine, mais au Brésil, le pari de Lula était quand même un pari compliqué, et je pense que les difficultés qui ont failli faire que Dilma perde des élections étaient partiellement, comme vous l'avez dit, c'est pas la seule raison, mais étaient partiellement liées à la fragilisation qu'elle a dû subir pendant la Coupe du Monde, et surtout la Coupe des Confédérations un peu avant, où il y a eu les événements de juin, et où le Brésil a montré partout dans le monde des slogans contre le football, contre la Coupe du Monde. Ça a été un effet, moi je trouve que ça a été très bien, en fait ça a été très positif du point de vue politique, parce que ça a été quand même assez impressionnant pour le monde que le pays qui est quand même le pays du football, qui est la patrie du football, soit justement lui qui est soudain passer au monde une image d'une réprobation aussi forte, avec des manifestations de rue, etc., etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça a été utilisé politiquement avec l'espérance et pour justifier des investissements. C'est toujours utilisé. Mais au Brésil, on disait beaucoup que le principal supporter de l'équipe du Brésil, c'était Dilma, qu'elle était désespérée. Elle a eu de la chance. Elle ne s'attendait pas qu'il perde 7-1, mais au moins, ils sont arrivés en demi-finale. Parce que si jamais ils n'arrivaient pas en demi-finale et ils se faisaient sortir comme l'Espagne en premier tour, je ne sais pas ce que ça allait être. Je pense qu'elle aurait peut-être perdu les élections en plus. Donc, au moins, alors d'un autre côté, toutes ces questions-là sont assez compliquées. Parce que comme ça a été fait une coupe pendant la période politique, l'opposition, elle a tout de suite pris comme argument principal l'idée que le Brésil et le gouvernement de Lula et Dilma
ne seraient pas capables de faire la Coupe du Monde. Et donc, ils ont commencé à faire une campagne qui s'appelait « Imaginez le jour de la Coupe ». Et c'était un peu, on allait dans un aéroport, l'avion était en retard parce qu'il n'avait plu, imaginez le jour de la Coupe. On allait au supermarché, il fallait faire une queue trop longue, imaginez le jour de la Coupe. Comme si la Coupe du Monde exigeait que le Brésil devienne une Suisse du jour au lendemain, et que si ce n'était pas une Suisse où tout marchait à l'horloge suisse, et ben, ça allait être un fiasco. Et au fait, ça a été une mauvaise stratégie politique de l'opposition, parce que tout compte fait, la Coupe du Monde, elle a un discours qui est hypertrophié, c'est-à-dire qu'elle ne représente absolument pas tout ce qu'elle dit qu'elle représente. Et donc, en fait, elle est beaucoup plus facile à organiser. Et elle s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de problème dans les aéroports, il n'y a eu aucun problème de criminalité, il y a eu très très peu de cas de violence, il n'y a pas eu de manifestation. Et donc, ça a été, la FIFA dit qu'elle a été la coupe des coupes, etc., etc. Et en fin de compte, ça s'est renversé. Et c'est ça qui a fait plutôt positivement l'image de Dilma. Et ça l'a aidé à faire que cet effet négatif ne soit pas aussi grave que ça aurait pu l'être. Alors, c'est assez intéressant parce que il y a toute une construction d'un discours, alors que le Brésil, les matchs de la Coupe du Monde, c'était des matchs qui se passaient 2 fois par semaine, avec 40 000 spectateurs, et avec une infrastructure quand même beaucoup plus adapté que normalement, mais le Brésil, c'est quand même un pays qui fait des championnats nationaux avec des stades avec 40 000 personnes, tous les mercredis, tous les dimanches, il y a peut-être 100 ans, et ça marche très bien. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun changement, et c'est beaucoup plus nombreux que la Coupe du Monde. C'était pas que 15 stades, c'est toutes les villes, un peu partout dans le Brésil, c'est beaucoup de matchs en même temps, c'est 2 stades, 3 stades en même temps à São Paulo, à Rio, et ça a toujours très bien marché. À Rio, ils font un réveillon avec 2 millions de personnes sur la plage, et il n'y a jamais eu de problème. Donc pourquoi la Coupe du Monde représenterait toute cette attente d'une chose nouvelle, etc. Donc il y a beaucoup exactement, il y a beaucoup de construction idéologique autour de tout ça, et qui sert à des propos plus ou moins spécifiques et conjoncturels, internes, politiques ou externes à la FIFA, enfin ça varie beaucoup. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, c'est bon, je prends celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, après ce qui s'est passé au Brésil et la forte mobilisation qu'il y a eu là en 2013, est-ce que ça pourrait aller vers une gestion plus concertée du coup des projets d'urbanisme, ou même que ce soit finalement par rapport à un événement sportif? Je sais que c'est plutôt le sujet ce soir parce que ça bouleverse beaucoup un territoire, on l'a vu. Mais est-ce que ça va vers ce genre de fonctionnement plus au-delà d'une population qui dit à son maire non, nous on ne veut pas recevoir les Jeux Olympiques, quoi. Moi, je pense que non. Avec des urbanistes, la population. Je pense que la réaction qui se fait politiquement dans le monde est plutôt une réaction de négation. Ça veut dire de dire on ne veut pas de ça. Parce que la structure, c'est une machine tellement puissante. Alors, c'est une machine, c'est assez impressionnant. Par exemple, au Brésil, tous les stades ont été obligatoirement eu leur projet d'ingénierie fait par des entreprises allemandes désignées par la FIFA. Ça, personne ne le sait. Mais c'est obligatoire. Les projets doivent passer, ils doivent payer des millions, ils doivent passer par, même si c'est des architectes brésiliens qui ont fait les stades, etc., le projet d'adaptation, de révision d'ingénieurs, etc., c'est des entreprises qui sont désignées par la FIFA. Donc il y a une vraie machine à bénéfice qui a été construite. Elle est très difficile de changer en leur disant oui, d'accord, vous voulez ça, mais nous ici on veut faire de la planification concertée, on voudrait pas un stade comme ça, on préférait avoir un stade qui puisse servir à d'autres choses après la Coupe du Monde et tout. La FIFA, elle va dire c'est pas dans le cahier de charge. Donc déjà au départ, le choix, quand la ville, quand le pays est choisi, ou la ville est choisie pour les Jeux Olympiques, c'est déjà signé, il y a déjà un accord que ça va être fait, parce qu'il y a un cahier de charge draconien qui exige déjà tout ça. Et vous voulez dire avant même l'aval du chef de l'État, on vous a choisi, vous devriez être heureux. Ils ont réussi à faire que le président de la République du Brésil travaille pour le changement de la loi de la Coupe du Monde, qui allait contre des principes de son parti, de tout ce qu'elle avait défendu. Et elle, c'était pas Dilma qui avait choisi la Coupe du Monde, c'était Lula avant elle.
Et moi, je le sais parce que je suis consultant au ministère de la Ville, donc je sais que ça ne lui plaisait pas du tout. Hein. Elle n'était pas contente du tout. Pour elle, si on me le demande, comme ça, je ne dirais pas officiellement, mais mon impression, c'est que Dilma, elle, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu la Coupe du Monde. Je ne sais pas, hein, c'est une supposition. Mais je sais qu'elle était très, très, très gênée parce que elle entend. C'est-à-dire la FIFA a quand même le pouvoir de faire en sorte qu'un pays qui est la 7e économie du monde ait son président qui dise non, non, on va faire un forceps pour pouvoir changer la loi de la Coupe du Monde. Alors, évidemment que dans les pays développés, les pays du Nord, c'est un peu moins drastique que ça. Alors l'Allemagne, par exemple, a déclaré que la Coupe du Monde de 2006, je crois que c'était en 2006, hein, c'était en Allemagne, vous êtes plus spécialiste que moi sur ce sujet, c'était 2006, hein, je pense. La Coupe du Monde, l'Allemagne a déclaré que la Coupe du Monde lui a permis de rénover son réseau de chemin de fer. Et donc ça a été très utile parce qu'ils ont permis de tout rénover, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne me paraît pas invraisemblable. Bon, peut-être qu'un Européen ne se rend pas compte, mais un Brésilien, un Sud-Américain, un Africain, n'importe quel, vous, monsieur le maire, ou vous, mais pour la Coupe du Monde, c'est plus difficile, parce que c'est un engagement de l'État, c'est pas de la municipalité. Les Jeux Olympiques, c'est quand même bon, il y a, bien sûr, c'est fait avec l'État, c'est des accords qui impliquent l'État, les nations qui sont là, mais c'est quand même, à la rigueur, une candidature municipale. Alors que la Coupe du Monde, c'est une candidature de pays, et donc le poids des lobbies qui sont faits, etc., sont quand même beaucoup plus importants, et il y a une nécessité d'un accord, d'une couture politique antérieure qui est très importante. Et donc c'est pour ça que pour la Coupe du Monde, bon, là par contre, bah, vous avez vu, le Qatar, il y a eu plein d'histoires. Ça veut dire que est-ce que ça a été choisi sur la base de la corruption ou non? Moi, je crois que j'ai la réponse, mais bon, la FIFA dit que non. Alors, elle a fait une investigation interne et tout qui a dit que non, il faut les croire. Alors, c'est vraiment, c'est des situations qui sont à la limite de l'acceptable du point de vue de la démocratie, de la transparence financière, de la concertation sur les investissements publics. On en arrive à un stade où ça devient, moi, je trouve que ça devient disons, insoutenable. Alors, c'est possible qu'il y ait des changements. Déjà, il y a la FIFA a déjà déclaré qu'après le Qatar, ils reviennent en Europe parce qu'ils en ont marre de ces pays où il y a trop de problèmes, qui ne sont pas organisés, etc., etc. Alors bon, le discours commence à changer un peu. Alors, et c'est vrai que d'un autre côté, la justice ici en Europe, en Suisse, etc., a commencé à refermer un peu les taux sur la FIFA, ce qui a quand même eu des conséquences aussi. Donc évidemment, ça c'est des choses très, très changeantes. Alors, je ne saurais pas dire, mais moi j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à une organisation, parce que comme vous l'avez très bien dit, hein, ça s'est approfondi avec le néolibéralisme, ça s'est approfondi avec la crise des années 80, ça s'est approfondi au moment où les grandes entreprises du bâtiment, etc., où les investisseurs se sont rendus compte que faire des contrats publics, c'était des contrats sans risque. Ça a été le changement. Ça veut dire là, on remarque qu'on peut faire de l'argent sans grand risque, mais avant ça, l'utilisation de tous ces jeux et de toutes ces Coupes du Monde du point de vue politique, c'était déjà la règle. Et cela avait été magnifiquement en 1978 en Argentine, quoique après coup, on se rende compte que c'était peut-être pas. Alors il y a des gens qui disent quand même, en Argentine, il y a des gens qui disent quand même que la Coupe de 78, que l'Argentine a gagné, ils ont été plus efficaces que le Brésil quand même, parce qu'ils l'ont faite et ils l'ont gagnée. Alors il y a des gens qui disent que le fait que l'Argentine ait gagné la Coupe du Monde en 78 a quand même permis 2 ou 3 ans d'oxygénation pour le gouvernement militaire qui était déjà pratiquement en déclin et pratiquement à sa fin. Et donc il a duré 2-3 ans de plus grâce à ça. Il y a des gens qui disent ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'en fait ça a duré très peu et que les résultats, peut-être que c'était pas du tout ça et que la chute, ça veut dire une fois passé le première euphorie de 2-3 ans, les gens se sont rendus compte que la crise était énorme, que la Coupe du Monde, il y avait une énorme responsabilité et peut-être que ça a justement contribué et été un des faits qui ont contribué à la chute du régime. Alors voilà, c'est de la science politique pure, c'est très compliqué à avoir des prévisions, quoi. Mais on peut observer un peu ces phénomènes, c'est sûr. Merci. Bonsoir. Bonsoir.
Je voulais vous demander si ces grandes infrastructures qui ont été construites au moment de la Coupe du Monde au Brésil, ou pas forcément dans toutes les autres manifestations sportives, est-ce qu'il y avait déjà eu des projets qui avaient existé pour les réhabiliter, par exemple en logement ou J'ai pas compris le début. Ah, pardon. C'est si les grands stades, par Oui. exemple, est-ce qu'il y avait eu des projets, peut-être pas au Brésil, mais ailleurs, pour les transformer en logement ou les transformer en autre chose, parce que ces grands stades, à un moment, ils sont pas rentables. S'ils sont construits, il y a trop de places qui sont jamais remplies, en fait. Peut-être que vous savez, moi, que je sache, non. Le stade olympique à Pékin, il a des problèmes autour de ça. Le stade olympique de Montréal, je ne sais pas si vous avez vu un film de l'auteur qui a fait le déclin de l'Empire américain, etc. Il a un troisième film où il transforme le grand stade olympique de Montréal dans une espèce de grande mec de la bureaucratie étatale canadienne. C'est très drôle parce qu'il est ironique. Alors donc là-bas, au Canada, ils ont le même problème. Le stade, c'est quand même un grand éléphant blanc. En Afrique du Sud, le même problème. Ils ont démonté certains stades. Au Brésil, comme c'est le pays du football, je dois avouer qu'il y a quand même un résultat qui est plus positif que ce qui était attendu, parce qu'il y a quand même une certaine utilisation, excepté ceux du nord-est où vraiment il n'y a pas assez de population, il n'y a pas assez d'équipes de foot importantes pour qu'il y ait ça. Alors ils essayent d'emmener les équipes du sud, jouer dans le nord, faire des choses comme ça. Les Jeux Olympiques, eux, ils ont des habitations, parce qu'ils sont forcés de faire le village olympique, le village des athlètes, le village des journalistes, donc plusieurs groupements d'édification pour le logement. Mais par contre, ce qui se passe normalement dans tous les endroits où il y a les Jeux Olympiques, c'est que, notamment à Barcelone et à Athènes, c'est que ces logements, ils devraient, dans la théorie, être destinés à être des logements sociaux, mais au fait, ils font partie d'un processus de gentrification à cause de tout ce qui a été fait autour, et finissent par être vendus à la classe moyenne haute. Donc à Rio, on n'en a aucun doute, le village olympique, il est fait dans le quartier le plus cher de Rio, Barra da Tijuca, des kilomètres de distance de là où vont être les choses, etc. Donc c'est évident que ça va être transformé dans un quartier de classe moyenne haute. Alors, donc moi, j'ai pas d'information qu'il y ait eu une transformation de tout un stade pour des équipements de logement, non. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je voudrais vous poser une question. Alors c'est par rapport à la période de manifestation. Parce que pour qu'un pays soit nommé un pays organisateur, il faudrait d'abord que ce pays dépose sa candidature. Alors les manifestations, moi je pense qu'elles devaient avoir lieu avant que le Brésil ne soit désigné comme pays organisateur, et non après. Parce que après c'est trop tard. Donc il fallait faire des manifestations quand le Brésil a décidé de déposer sa candidature. Et je pense également que les résultats de l'équipe nationale ont eu des répercussions sur ce qui a suivi. Parce que 7-1 contre l'Allemagne, 3-0 contre les Pays-Bas. Donc je pense que même s'ils avaient remporté la Coupe du Monde, peut-être même que cette conférence n'aurait pas lieu. Peut-être. Je serais là à défendre la Coupe du Monde. Mais d'abord, la première question, vous avez tout à fait raison, il faudrait leur dire. Mais c'est vrai que, en fait, le Brésil s'est réveillé pour ces questions-là après. Ça veut dire, le Brésil a réussi, Lula, c'est quand même un type populaire, c'est quand même un génie de la politique. Et lui, il a réussi à vraiment construire une identité et une euphorie nationale autour aussi bien de la Coupe du Monde que des Jeux Olympiques. Et donc, au moment de l'acceptation du Brésil et de Rio pour ces deux grands événements, il y avait une euphorie nationale. Les mêmes revues qui
au moment de la Coupe du Monde, sont sortis en disant qu'est-ce que c'est que ça, la corruption, etc. Comment Dilma et Lula ils ont pu faire ça. Ces mêmes revues-là, c'était les premières à faire la fête parce que, dans un premier moment, cette décision de Lula a été vue par les secteurs d'opposition comme une décision favorable à eux, parce que les secteurs d'opposition au Brésil, ce sont ceux qui sont le plus liés aux grosses entreprises du bâtiment, aux grosses entreprises en général, au capital immobilier et financier en général. Donc tous ces capitaux-là, ils étaient très très contents. Et donc il y avait les médias qui au Brésil sont dans les mains de cette grande famille et qui dominent complètement les informations en faveur des secteurs dominants. Les médias, ils étaient tous euphoriques. Et donc si on prend et on fait une comparaison, il y a d'ailleurs des chercheurs dans le domaine des sciences sociales, du sport et des sciences du sport qui ont fait ce relèvement et qui montrent les titres des journaux et des grandes revues de grande circulation au moment de l'acceptation de la Coupe du Monde et pendant les manifestations de juin. C'est quand même assez bizarre parce que c'est un chamboulement total. Alors, les manifestations sont venues après parce que c'est après que ça a été accepté qu'on commençait la construction. Alors, il faut comprendre que toute Coupe du Monde oblige la FIFA. Alors, la force de la FIFA est telle qu'elle oblige, elle ne réussit pas, parce qu'aucun pays, je pense jusqu'à maintenant, a réussi à vraiment le faire, mais quand même, à 80%, elle réussit à obliger que les pays soient prêts un an avant, que tous les stades soient fonctionnels un an avant. Alors bon, ça, elle n'y arrive pas. Il y en a 70% qui sont prêts, les autres disent il ne faut pas que ça, elle fait un peu le scandale et tout, on sait qu'à la fin, ça sera plus ou moins prêt, bon ok. Mais quand même, 70-80% des stades sont prêts, de la sorte qu'on peut quand même organiser une mini-coupe du monde, qui est la coupe des confédérations, et que la FIFA s'utilise pour faire un test de la coupe du monde. Et là, c'est donc au moment où ces stades étaient quand même à 70% prêts au Brésil, que la population s'est rendue compte du coût de ces stades. Et non seulement du coût de ces stades, comme du montant d'argent public qui était investi dans ces stades. Et là, il a commencé à avoir Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a commencé à avoir une opposition de gauche. Ça veut dire, moi, par exemple, plein de profs, plein de gens, des militants d'ONG, enfin, etc., plein de monde, des ONG d'environnement, etc., ont commencé à faire un fort questionnement de la Coupe du Monde à partir de la Coupe des Confédérations en disant, non mais ça va pas, c'est de la folie, comment ça, des stades qui coûtent 1,4 milliard de reais, donc c'est des prix qu'on pourrait mettre du métro partout dans les villes, etc. C'est trop cher, quoi. C'est inacceptable d'avoir ces valeurs-là. Et le gouvernement qui disait non, mais on est en train de faire justement des lignes de tramway, de VLT, de métro, on est en train de mettre ceci et cela. Et les gens qui disaient non, mais c'est pas les bons, il ne faut pas aller au stade, il faut aller ailleurs, il faut prendre du métro pour aller chercher les gens dans les quartiers qui en ont besoin. C'est pas des décisions de planification comme ça ad hoc qui se font. Donc il y a cette opposition qui a commencé à se créer. Et c'était une opposition par la gauche. Alors Lula, moi je trouve qu'il a fait une grosse erreur, pour une fois dans sa vie, il a fait une erreur politique, qui a été de choisir de faire une Coupe du Monde exactement dans une année où il allait avoir une élection, et en plus une élection d'une rénovation de son gouvernement, parce que Dilma était sa candidate. Et ce qui s'est passé, c'est que cette manifestation de la gauche a été tout de suite adoptée et insufflée par la droite. Ce qui a créé une situation extrêmement gênante, parce que nous, qui disions un truc par la gauche, on s'est retrouvés à côté de types d'extrême droite qui disaient la même chose que nous. Et on se dit, bah zut, quelque chose qui cloche. Parce que tous étaient contre le gouvernement, disaient ça va pas, mais nous on le faisait parce qu'on avait des arguments. Eux ils le faisaient, puis ils n'avaient pas d'arguments du tout. Ils étaient très contents qu'il y avait la Coupe du Monde. Mais ils voulaient faire chuter le gouvernement. Donc ils ont insufflé les mouvements de protestation. Et les mouvements de protestation ont été très mitigés, parce qu'il y avait un côté qui était originel contre la Coupe du Monde, mais qui après une semaine ou deux s'est retiré, et ce qui est resté, et qui a petit à petit, justement à cause de ça, a disparu, c'était des mouvements de gens de classe moyenne qui étaient insufflés par les médias, qui disaient non pas aller dans la rue contre la Coupe du Monde, mais qui disaient aller dans la rue pour faire tomber la présidente. Et là, les gens disent, mais c'était pas ça, nous on est dans une démocratie, il ne faut pas transformer ça dans une possibilité de coup d'État. Et d'un autre côté, les mouvements, ils n'ont pas commencé à cause de la Coupe du Monde. Les mouvements ont commencé à cause d'une autre chose. Ça veut dire, on vit au Brésil une révolution générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont informés. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication qu'il n'y avait pas il y a 20-30 ans, le Facebook, l'Internet, le Google, etc.
les jeunes, grâce au gouvernement Lula, les jeunes du Brésil voyagent, et ils sont tous là, chose qu'ils ne faisaient pas il y a 15-20 ans. Donc ils connaissent et ils comparent avec le reste du monde. Et s'ils ne peuvent pas voyager, ils rentrent dans Google Street View et ils voient n'importe quelle ville dans le monde. Et donc les comparaisons entre ce qui est le Danemark et São Paulo sont devenues très faciles à faire. Et là, les jeunes, ils se disent, bon, moi, j'ai vécu toute ma vie sous le gouvernement Lula, je suis allé à l'école, j'ai accès à ces informations, etc. Moi, je veux savoir, c'est pas normal qu'il y ait de la corruption, que ce soit comme ça. Donc, il y a eu un mouvement pour le retour, enfin, pour qu'on ait au Brésil des politiques publiques telles quelles, vraiment publiques. Ça veut dire tourner vers la population, vers l'ensemble de la population. Et les jeunes, en fait, ils revendiquaient au début ça. Il y a eu une décision d'augmentation de tarifs de bus. Et les jeunes sont venus dans la rue en disant on ne veut pas 30 centimes de plus pour le bus. Pourquoi ? Parce que les bus devraient être gratuits. Et en fait, c'est ça qui a créé les manifestations. Ce n'est pas du tout la Coupe du Monde, c'est pour ça que c'était après. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas des manifestations contre la Coupe du Monde. Mais après, ces jeunes viennent dans la rue et ils disent bon, on est ici en train de revendiquer des politiques publiques. Si on revendique des politiques publiques, ça a du sens que l'on dise que ce n'est pas correct de dépenser autant d'argent dans des stades alors qu'on a des gens qui meurent de faim. Et donc, ils ont augmenté le niveau de revendication en introduisant la question de la Coupe du Monde. Et c'est là où la droite, elle, a dit « Ah, tiens, la Coupe du Monde, c'est un bon truc, etc. » Et bing, ils ont décidé de tomber dessus. Et là, donc, ça a tout chamboulé parce que les jeunes plus politisés sont sortis et c'est devenu un mouvement un peu vide. Alors, d'un autre côté, ta deuxième question est intéressante parce que ça a été très surprenant. Je pense que cette nouvelle génération qui justement est en train de changer le Brésil, elle a changé dans beaucoup de choses et ce n'est pas une génération qui a été formée dans l'opium du football. L'opium du football dans les années 70, dans la dictature au Brésil, et dans la Coupe du Monde que le Brésil a gagnée en 1970 au Mexique, c'était un fait réel. Le football au Brésil a été toujours l'instrument pour cacher une dictature, pour populariser une dictature et pour faire en sorte que les gens soient contents avec le football et ne remarquent pas tout le désastre économique, de corruption, etc., qui était le gouvernement militaire. Donc une génération qui a mon âge ou plus vieille que moi, ça veut dire qu'à partir de 45 ans et plus, c'est des générations qui ont un fanatisme pour le football qui est absolument incroyable. Or, les jeunes générations, elles n'ont pas. Les gens qui avaient 4 ans quand Lula s'est élu, ils ont maintenant 20 ans, ils vont 18 ans. Donc c'est des jeunes qui, eux, bon, ils aiment bien le football, ils sont fanats de football, mais ils sont plus rationnels. C'est des gens qui, bon, oui, j'aime bien le football, mais quand même, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, oui, j'aime bien le football, mais... Alors, les classes plus pauvres, les classes moyennes et les classes plus pauvres, il y a encore beaucoup de supporters qui sont football, qui s'entretuent et tout, mais il y a quand même une parcelle de la population de plus en plus importante qui a accès à l'université, qui a accès à plus de connaissances, et qui commence à mettre un bémol là-dessus et dire, bon, ok, le football c'est important, mais c'est pas quand même la chose la plus importante de la vie. Alors, il y a un autre phénomène intéressant, je ne sais pas si c'est ici en France, mais la passion pour le football, elle est... Je pense que vous pourrez peut-être me dire quelque chose là-dessus. Au Brésil, on remarque que la passion pour le football, elle est beaucoup plus de clubs que de pays. Ça veut dire, la passion pour le football national, elle a été créée pendant le gouvernement militaire. Le Brésil, on est les meilleurs du monde, mais la passion réelle des jeunes qui ont encore cette passion pour le football, elle est pour leur club. Plus que tout pour leur club. Ils sont capables de supporter une équipe d'Argentine, qui est quand même notre archi-rival, si cette équipe va jouer contre l'ennemi, le club ennemi au sien. Ils vont aller dans les stades faire supporter l'équipe argentine pour que l'équipe ennemie de leur club perde. Ça veut dire que, en fait, ce fanatisme de football, il est surtout lié aux équipes locales. Et le marketing qui est fait autour est surtout lié aux équipes locales. Et donc, d'une manière surprenante, quand le Brésil a perdu 7-1, sur Facebook, en même temps que le Brésil perdait 7-1, il y avait déjà des blagues. Le match, il n'avait même pas terminé. Il y avait un petit film, il y avait un verre de caipirinha avec un son brésilien, et il y avait un verre de 1,5 litre de bière qui arrivait, faisait blam, et qui éclatait celui de caipirinha avec une musique allemande. Mais le match n'avait même pas fini, ils avaient déjà fait ça. Donc ça a été pris dans la bonne humeur. Alors qu'en 1970, ça aurait créé, ou en 1950 déjà, ça aurait créé quand même un phénomène, un traumatisme national.
ça n'a pas du tout créé de traumatisme. Le Brésil s'en est très bien sorti, tout le monde a un peu ri. Bon, on sait très bien que tout est corrompu dans le football. C'est reparti de la plus belle, le même système, la même manière. Ils ont mis un autre entraîneur. Les joueurs, c'est les mêmes de toute façon, rien ne change. Et voilà, et on va essayer de la prochaine Coupe du Monde de ne pas perdre cet teint. De toute façon, on sait que le football, voilà, les Allemands, ils jouaient très bien. Puis d'un autre côté, les Allemands, ils ont fait un très bon marketing, parce qu'ils sont arrivés au Brésil, c'était l'équipe la plus sympa. Ils étaient à Bahia, je crois. Ils ont été super sympas avec les gens de la ville où ils étaient. Ils faisaient la fête tout le temps. Ils dansaient. Ils sont allés dans les trucs de samba, je sais pas quoi. Ils mettaient des films dans le YouTube de la fête qu'ils faisaient. Ils disaient on adore le Brésil avec les caipirinhas dans les mains, la photo dans la plage. Alors ils étaient en vacances, ils se sont amusés. Ils ont été très gentils, très sympas. Ils ont gagné la sympathie de la population. Et alors, il y a la moitié du Brésil qui voulait surtout qu'on ne perde pas de l'Argentine en finale. Et ils étaient bien contents que ce soit l'Allemagne qui ait gagné de l'Argentine. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas trop de problème. Plus de questions? Aurélie, c'est toi qui... Oui, je vous en prie. Ah oui, d'accord. Non, juste rebondir sur le... est-ce que l'équipe nationale suscite autant d'intérêt qu'une équipe de club? Le même phénomène existe en France. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une construction sociale du supporterisme pour l'équipe nationale et qui est beaucoup moins profonde que pour les équipes de club. Alors, le plus représentatif, c'est l'Espagne. L'Espagne récemment a eu de bons résultats, mais c'est très récent. L'Espagne était un pays faible au plan national, alors qu'au plan des clubs, tout simplement parce que la rivalité entre le Real, qui en plus était aidé à l'époque par Franco, contre Barcelone, qui incarnait la modernité européenne et l'esprit catalan, fonctionne très bien. De la même manière, juste une anecdote, mais Saint-Étienne a failli perdre le fait d'être ville de l'Euro 2016, tout simplement parce que l'équipe de France s'est fait siffler à Geoffroy Guichard au cours d'un match amical, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de Lyonnais qui étaient dans l'équipe. Et donc ça, véritablement, la Fédé de foot n'a guère aimé. Si au départ, le stade n'a pas été choisi, c'est aussi à cause de ça. Parce qu'il disait... alors depuis, les choses ont un peu changé parce que Lyon est moins brillant, donc il y a moins de joueurs. J'ai su d'ailleurs qu'il y a eu une victoire après 20 ans, il y a quelques jours, je suis au courant quand même. Très important. Le localisme est quand même assez fort. Puis peut-être dernière chose sur dire l'histoire de la crétinisation des supporters. Enfin, il y a des messages politiques assez forts qui sont balancés dans les stades par les ultras. C'est le cas aussi au Brésil, peut-être un petit peu moins, mais en France, ils balancent des trucs du style marre du foot business. Ils veulent plus de Canal+, parce que Canal+, c'est le match à 9h du soir le dimanche, ce qui arrange pas grand monde. C'est plus politique que ça n'y paraît. Et l'histoire du crétin avec son saucisson et sa bouteille de rouge, moi j'y crois plus beaucoup maintenant. Il y a plus de recul. Et alors, peut-être dernière chose, si je peux me permettre, j'avais eu l'occasion, moi, d'interroger l'ancien maire de Saint-Étienne qui était communiste et qui a aidé Roger Rocher, qui était l'ancien président du club, au cours de l'affaire de la Caisse Noire. Et il l'a vraiment aidé jusqu'au bout, hein, en disant que c'était un mec bien, etc. Alors qu'ils étaient opposés politiquement, mais il y avait des raisons qui expliquaient qu'il peut y avoir... et puis, moi, le maire m'a dit, mais vous savez, c'est pas parce que je vais au stade que je me sens en crétin, j'oublie pas la condition ouvrière, je suis au Parti communiste, etc. Donc c'est plus compliqué que ça, le discours opium du peuple, il a un peu pris du plomb dans l'aile quand même. Je pense, ouais, c'est très intéressant. Je pense qu'au Brésil, il y a quand même, c'est plutôt, c'est nuancé, parce que au Brésil, il y a encore un héritage
de l'opium du peuple de l'époque de la dictature, qui, s'il n'est plus aussi évident au point que la défaite de 7-1, ça ne nous a pas marqué énormément et ça n'a pas créé beaucoup de trucs, mais quand même au niveau des stades, les équipes plus populaires, elles sont quand même porteuses d'une mobilisation qui est presque malade d'une maladie, quoi. Donc le Corinthians à São Paulo, le Palmeiras à São Paulo, le Flamengo à Rio, c'est des équipes très populaires. Et là, c'est vraiment des masses de gens complètement... il y a encore un peu ça. Quoique, je pense que c'est aussi en train de changer, mais peut-être à un rythme un peu plus lent, quoi. Il y a encore beaucoup de crétinisation, disons, dans les mouvements de masse de certaines, surtout de certaines équipes qui ont justement des équipes de masse. Mais c'est en train d'être combattu. C'est un peu le phénomène ressemblant à celui de l'Angleterre il y a peut-être 15-20 ans. C'est en train de se passer au Brésil. Donc maintenant, il y a une association d'un combat de l'État, du pouvoir judiciaire autour et il y a un choc à cause de l'information aussi qui passe plus grand, parce qu'on a quand même peut-être des fois, presque une fois à chaque... là, dernièrement, je crois qu'on a eu peut-être à São Paulo, une fois par mois, dans les derniers 4 mois, 1 ou 2 morts pour des raisons de matchs de foot. Ça veut dire des guet-apens qui se font entre des bagarres, entre trucs et tout. Là, récemment, il y a eu au moins 4 ou 5 morts avec des intervalles assez réguliers. Alors, le type qui va à la boulangerie avec son t-shirt de son équipe, et il y a le bus de l'autre qui passe, il le tue. Il y a eu ça, il y a pareil assez récemment. Donc, il y a encore des... C'est le Brésil, hein, mais petit à petit, on avance, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi ce changement, mais à un rythme plus lent. Mais c'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est ça. Bonsoir. En fait, j'ai juste une question par rapport aux impacts sociaux, parce qu'on a parlé des infrastructures, que ce soit au niveau architectural ou urbanistiques de la ville, mais du coup aux impacts sociaux que ça a pu avoir dans la ville, parce qu'avec l'annonce des 2 méga événements, il y a eu aussi la politique de pacification dans les favelas. Et du coup, c'était avoir un peu votre avis par rapport à... Alors, la politique de pacification, c'est à Rio. Et moi, je crois que ça a été plus coïncidence qu'une politique réfléchie, que la politique des UPP, qu'on appelle les unités de pacification, ait eu lieu en même temps que l'annonce des Jeux Olympiques. Ça a servi, hein, ça tombait bien, mais je pense que ça a été un peu une coïncidence qui a été, donc ils en ont profité, quoi. Ils ont un peu transformé la chose là-dessus. Alors, donc, la politique des UPP, je pense qu'elle est un peu... Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est il faut faire très attention à l'idée que les grands événements, les méga événements sportifs, ils ont empiré ou ils ont créé une tension sociale plus grande. Parce que ça nous fait oublier que la tension sociale, elle a toujours existé au Brésil, que les favelas sont en guerre au Brésil par rapport au gouvernement depuis toujours, qu'à Rio, il y a une vraie guerre contre les favelas, une guerre, et qu'on a quand même 45 000 morts par assassinat au Brésil par an. Ce qui est quand même, et depuis toujours. Donc, il faut faire un peu attention de ne pas dire, bon, les méga-événements, ils ont créé de nouvelles choses. Non, en fait, ils n'ont pas altéré une situation qui est une situation de tension sociale et d'inégalité qui est la caractéristique du Brésil depuis toujours, parce que maintenant on est dans les 7 pays qui concentrent le plus les richesses au monde, mais il y a 15-20 ans on était le premier, et on était toujours dans les 10 ou 15 premières économies du monde. Donc ça s'est un peu amélioré, mais ça a toujours été, ça a été même pire. Bon, d'un autre côté, le méga-événement ponctuellement, il a des impacts sociaux quand même. Ça veut dire c'est pas qu'il crée de nouvelles choses, mais il accélère, il approfondit, il exacerbe certains phénomènes. Alors, surtout les Jeux Olympiques, plus que la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde aussi. Mais la Coupe du Monde, comme elle est plus ponctuelle dans certaines villes, ça se voit un peu moins, c'est moins important. Mais là, les Jeux Olympiques, comme ils affectent toute la ville de Rio, c'est plus important. Alors, quels sont ces phénomènes ? C'est surtout l'expulsion de communautés qui sont depuis 15, 20, 30, 40 ans installées, des communautés informelles et précaires, mais qui sont quand même stabilisées parce qu'elles existent depuis des fois 40 ans. Alors par exemple, il y avait
Villa Autódromo à Rio, qui est à côté de l'autodrome de Jacarepaguá, là il y a l'autodrome, et où ils vont passer le VLT, plus le village de je sais pas quoi, etc., et qui devaient partir. Et ils ont fait mobilisation, ils ont réussi à gagner, ils ont réussi que la politique change. Il y avait une autre favela da Paz à São Paulo, qui était à côté du stade, du nouveau stade de la Coupe du Monde du Corinthians, et qui a aussi été à 80% évicté de là et renvoyé de là. Donc je pense que le principal impact, moi je crois que ça c'est le principal. Alors il y a une exacerbation de toutes les autres dynamiques, il y a une exacerbation des dynamiques de concentration des richesses, de provocation des inégalités, mais qui est générale, ça aide tout le système, c'est pas qu'il y a un nouveau système qui se met en place. Mais dans un point spécifiquement, ça devient très violent, c'est l'expulsion de quand même, je pense à Rio, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont été affectées par ça. Donc c'est des communautés, soit parce qu'ils sont dans le trajet d'un nouveau tramway, soit parce qu'ils sont dans la route pour le stade, soit parce qu'ils sont dans des proximités d'un hôtel qui va servir ceci, cela. Et là, il faut être très clair que l'État au Brésil, depuis toujours, et ce n'est pas une nouveauté, il agit contre les pauvres, il agit d'une manière violente, militarisée, et ça, il n'y a aucune nouveauté avec la Coupe du Monde. Ça veut dire, c'est parce que c'est devenu un peu plus visible, et parce que les Brésiliens, après la dictature, n'avaient pas l'habitude de voir des CRS qui leur tapaient dessus. Moi qui habitais en France, moi je dis à tout le monde, je dis, ça va, c'est pas très grave, hein, vous allez voir en France, moi depuis quand j'étais ici les années 70, c'était pire, ou en Allemagne, on voit et tout. Donc, mais comme ça prend la classe moyenne, ça a pris beaucoup de dimensions. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le Brésil a une politique d'extermination non officielle de noirs pauvres qui tuent des milliers et des milliers de personnes par an, et qui est mise en place par une police militarisée qui est celle qui tue le plus au monde. La police de São Paulo est celle qui tue le plus au monde, et si on est noir et pauvre à São Paulo, on risque de se faire tuer par la police. C'est un risque réel. C'est un risque réel. Et les gens le savent. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Et à Rio, les favelas de Rio ont toujours été des ghettos qui ont été maintenus par la police, par des interventions militaires qui se faisaient régulièrement de 15 en 15 jours. Les UPP ont changé un peu parce que, soi-disant, elles allaient apporter des services sociaux qu'elles n'ont pas apportés. Donc c'est devenu un petit changement de stratégie, c'est qu'on met la police en permanence dedans, mais déjà il y a des confrontations, déjà tout est en train de s'ébouler. Donc au fait, il y avait un spécialiste dans la question de la sécurité à Rio qui a dit une fois une phrase très intéressante, parce qu'il a dit les pauvres étaient descendus de la favela, ils étaient passés devant le palais du gouverneur, et ils avaient tiré dans le palais du gouverneur, ensuite ils étaient allés dans la plage, et ils avaient fait un arraston, qui est une espèce de vague de hold-up où on prend tout de tout le monde, et ensuite on part en courant, on revient à la favela. Et alors, le journal a titré « La situation à Rio est sortie du contrôle ». Et le type, il disait, c'est intéressant parce que ça veut dire que jusqu'alors, tant qu'ils sont dans leur ghetto, c'était sous contrôle. Alors qu'il y avait quand même des millions et des millions de personnes à Rio qui habitent dans des conditions qui sont absolument effroyables. Mais c'est normal, c'est sous contrôle. Ce qu'ils ne peuvent pas, c'est sortir de là. C'est venir se confronter à la zone sud de Rio. Donc cette sensation de guerre civile que le Brésil a, il faut qu'elle soit connue, elle est réelle. 80% de la population ou plus carcéraire est noire et pauvre, je crois que c'est 87, presque 90%, c'est de la folie, quoi. C'est absolument... Donc voilà, la Coupe du Monde, elle exacerbe, elle aide, elle approfondit, mais elle ne crée rien de neuf là-dessus. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question concernant, alors vous aviez évoqué déjà la corruption et les enjeux sous-jacents des grands événements. Je voulais connaître votre avis sur l'influence des organisations comme la FIFA, le CIO, qui sont finalement, qu'on peut éventuellement comparer à une espèce de système mafieux. On peut dire même un système mafieux avec une organisation institutionnelle. Je voulais connaître un peu votre avis là-dessus.
Et j'avais une autre question concernant les lois votées, les lois d'urgence que vous avez évoquées. Qu'en est-il aujourd'hui de ces lois? Est-ce qu'elles sont interrogées? Est-ce qu'elles sont évoquées et remises en question par le gouvernement, par les intellectuels au niveau du Brésil? Alors je commence par la deuxième question, parce qu'elle est très intéressante, je ne sais pas du tout, et ça me fait penser qu'il faut y penser, parce que je sache, ces lois d'exception, elles ont une période de durée. C'est-à-dire, soi-disant, elles durent jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, et après on revient au normal. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas fait attention après d'aller voir si la loi d'exception de la Coupe, elle a été exteinte ou pas. Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de... C'est une bonne question. Parce que je sache, elles avaient une période déterminée. Elles devraient finir après la Coupe du Monde. Mais je vais m'informer de ça. Et par contre, par rapport à la première question, bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus. Moi, j'ai lu Andrew Jennings, qui est un type que je recommande la lecture. Et moi, je crois qu'il a tout à fait raison. Et ce qu'on a pu observer au Brésil, c'est que la manière de travailler de la FIFA, quand elle arrive, la FIFA, le COI, je ne sais pas trop encore, je ne suis pas aussi proche, mais je sais que les Jeux panaméricains de Rio de 2007, ça a été effroyable, et c'était le COB, le Comité olympique brésilien, avec le COI aussi, donc c'est des méthodologies de travail qui sont ressemblantes à celles de la mafia, parce qu'elles créent des réseaux institutionnels, et elles s'infiltrent dans les institutions. Et ça, c'est effectivement, c'est vrai. Ça veut dire ils ont un niveau d'infiltration par des lobbies pour faire changer les lois en leur faveur, etc., qui rendent les choses organiques et structurelles et très difficiles à combattre. Et d'un autre côté, il y a des accusations de corruption très profondes. Alors au Brésil, on a quand même un certain point d'orgueil, je trouve, dans tout ça. C'est qu'on a eu la chance d'avoir un commissaire de police qui, lui, apparemment, il était très politisé, il n'était pas du tout d'accord avec la Coupe du Monde, et il a réussi à mettre en prison le gendre du président de la FIFA, qui était le président de l'entreprise qui faisait les tickets d'entrée, pour une grosse affaire de vente illégale de tickets, etc. Et ils ont mis le type en prison. C'est quand même une autorité. C'est la première fois que ça s'est passé. Ils l'ont mis pour 2 nuits, ça n'a pas duré longtemps, mais ils l'ont quand même emmené en prison. C'est-à-dire le type, parce qu'ils ont mis à jour un système mafieux de vente de tickets clandestinement, mais de tickets officiels, ce qui est tout à fait mafieux. C'est-à-dire, c'est pas que c'était des faux tickets, c'est des vrais tickets, et l'entreprise responsable pour les vrais tickets d'entrée qui a fait tout un système parallèle de vente. Et qui a mis en place un truc énorme et qui a mis en cause des autorités de l'UEFA, de la FIFA, etc., dans tous les niveaux. Et ce qui montre que ça va très loin quand on commence. Après, que je sache, ça en est resté là. Le type, il a failli être interdit de sortir du Brésil, ce qui aurait été incroyable. Mais là, le lobby est trop fort, donc il n'est plus au Brésil. Mais le procès, il continue là-bas. Donc c'est très possible que dans un an et demi, on ait une nouvelle assez intéressante d'une condamnation par Interpol d'un type très haut gradiste à la FIFA à cause de cet événement là-bas. Moi, je pense que c'est très possible qu'il y ait ça. Et là, ça va être intéressant à voir ce qui va se passer, parce que ils ont été aidés par la justice en Suisse, là, qui est le ministère public, je ne sais pas quoi, en Suisse, qui est aussi en train d'essayer de serrer un peu les taux sur la FIFA. Donc bon, il y a quand même moi, je suis d'accord. Je pense que l'image, elle est pas du tout exagérée. Et la manière de faire les choses et de s'introduire dans la politique interne et de faire valoir leurs droits au-dessus de n'importe quoi d'autre, etc., c'est des techniques tout à fait mafieuses. Tout à fait. Ah ouais. C'est bien. Bon. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, je voudrais vous remercier. C'était gentil d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était intéressant. J'ai appris plein de choses. Et voilà, j'espère qu'une prochaine fois, il faut demander à Macland, qui sait, une prochaine fois, je reviendrai et on fera une autre discussion peut-être sur les Jeux Olympiques de 2016, par exemple. Voilà. Merci beaucoup.